Bonjour, moi je travaille donc sur le site Odocer et je vais vous présenter notre travail sur l'hypnose. Donc pour commencer, je vais vous présenter un petit peu l'hypnose, en sachant que nous ce qu'on a fait, c'est pas l'hypnose justement de Mesmer, ce qu'on voit à la télé est l'hypnose de spectacle. Hop. Donc du coup, il existe différents types d'hypnose. La première, ça va être l'hypnose classique, qui est une hypnose simple basée sur le savoir et l'autorité de l'hypnotiseur. Et c'est celle que nous avons donc pratiquée pour la ponction des fistules. Ensuite, il existe l'hypnose ericksonienne, qui est une hypnose qui laisse plus d'autonomie aux patients sur les objectifs à atteindre, mais qui va être guidée par l'hypnotiseur. C'est de l'hypnose qu'on va plus utiliser en psychothérapie par les psychiatres et les psychologues. Depuis, il y a eu le développement de l'hypnose nouvelle, qui est un mélange d'hypnose classique et d'hypnose ericksonienne. Elle est centrée sur le bien-être et la qualité de vie du patient. Et enfin, l'hypnose humaniste, où là, on va travailler sur l'inconscient par le conscient. Donc, ça ne va pas être une séance d'hypnose comme elles sont présentées avant, mais par le conscient, on va réussir à atteindre l'inconscient. Donc, si ça vous intéresse, il va falloir suivre un autre exposé, parce que c'est beaucoup plus complexe. Voilà. Ça, c'est pour maintenir un peu de suspense. Alors, du coup, qu'est-ce que l'hypnose ? Alors, le petit Robert va dire que c'est un état voisin du sommeil qui est provoqué par des suggestions, des actions physiques ou mécaniques, ou par des médicaments hypnotiques. Donc ça, c'est une définition d'un dictionnaire. Les gens qui pratiquent l'hypnose et qui l'enseignent, eux, vont plutôt dire que la transe hypnotique est généralement considérée comme un état de conscience modifié, avec une focalisation de l'attention, une concentration extrême, tout en permettant une disponibilité à soi et à l'environnement à tout moment. Donc, dans cette définition, on retrouve quand même le fait que les gens sont conscients de ce qui se passe et peuvent réagir à ce qui se dit ou à ce qui se fait. C'est important parce que pour les gens qui sont sceptiques, c'est bien de savoir que quand on est en hypnose, on est quand même dans ses capacités de réflexion et de réaction. La transe hypnotique, c'est un état naturel, qui est non artificiel et qui existe, si on ne la provoque pas, qui existe dans notre vie de tous les jours. Elle est évolutive, c'est-à-dire qu'on peut être plus ou moins en transe hypnotique, plus ou moins profondément hypnotisé, et réversible rapidement. Si on décide de sortir de l'hypnose, on sort très vite. Si quelqu'un nous dit de sortir de l'hypnose, on sort très vite. Donc c'est pas un état qui va perdurer où on va rester hypnotisé pendant des heures et des heures. Et elle peut donc être spontanée ou provoquée. Donc on peut se mettre en état d'hypnose nous-mêmes ou par un hypnotiseur être en état de transe hypnotique. Alors, quelles sont les utilisations de l'hypnose ? Il y en a beaucoup. Donc en premier lieu, la psychothérapie, c'est les psychothérapeutes qui ont développé l'hypnose médicale. Donc on l'utilise pour l'anxiété, le stress, la phobie, l'estime de soi, les troubles émotionnels. J'aurais dû en faire avant de venir d'ailleurs. Et les stress post-traumatiques, donc tout ce qui va être viol, attentat, etc. Pour la prise en charge de la douleur aiguë et chronique, les brûlures et dans les services d'urgence. Tout ce qui est préparation à la chirurgie pour limiter les anxiolytiques et Tranxène, enfin tous les... Je ne suis pas pharmacienne, alors je n'utilise pas les bons termes, mais... En dentaire, on va l'utiliser contre le bruxisme, les hauts le cœur, et pour limiter la salivation. En dermatologie, sur les prurites, les verrues. Pour les troubles du sommeil. Et tout ce qui est préparation à l'accouchement, les vomissements gravidiques, les problèmes liés à la grossesse et gynécologiques. Pour les dysfonctionnements sexuels et les troubles relationnels, ça, on en parle beaucoup moins, forcément, c'est un petit peu... L'obésité et les troubles alimentaires. Évidemment, le tabagisme et les dépendances, où on parle beaucoup d'hypnose pour l'arrêt du tabac, surtout qu'en ce moment, c'est le mois sans tabac. Et après, tout ce qui va être pour la concentration, les performances intellectuelles et sportives. C'est évidemment utilisé en pédiatrie. Les enfants sont des sujets très facilement hypnotisables et avec qui ça peut marcher vraiment très efficacement.
Donc tout ce qui va être douleur, énurésie, succion du pouce, bégaiement, et puis évidemment les phobies. Vous voyez, donc c'est vraiment une utilisation très 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 large. Alors, comme souvent, quand on parle d'hypnose, les gens ont peur. Est-ce que le sujet est sous l'influence de l'hypnotiseur? Eh bien non, parce que pendant une séance d'hypnose, on est réactif et on est conscient de ce qui se passe autour de nous. Alors, plus ou moins, on va entendre des bruits, on peut entendre, réagir à ce que la personne qui nous hypnotise dit. On va réagir à ça, mais on va rester dans cet état d'hypnose. Et si quelque chose nous dérange ou s'il y a un danger, on peut facilement sortir de l'hypnose. Et voilà. Alors, les risques d'utilisation d'hypnose, pour moi, il n'y en a pas. Comme je me dis aux patients, quand ils sont un petit peu, ils ne savent pas s'ils doivent faire l'hypnose ou pas, je dis, au pire, vous serez détendu. Donc, le risque est minimum. Bien sûr, si c'est pratiqué avec bienveillance, parce qu'on a tous entendu des histoires de gens qui ont utilisé l'hypnose, mais c'est une utilisation malveillante. Et comme pour toute thérapie et toute utilisation, il faut de la bienveillance. Mais ça, normalement, on devrait la pratiquer tout le temps. Donc. Je vous laisse lire quand même le petit dessin. Donc l'hypnose pour la dialyse. Donc nous, on a été formés pour pratiquer surtout la ponction sous hypnose. On a utilisé l'hypnose classique, parce que l'hypnose classique, c'est une mise en induction. Donc la mise en induction, c'est mettre le patient en état d'hypnose. C'est très rapide, ça prend quelques secondes, et le patient, en quelques secondes, il est en hypnose. Comme le temps en dialyse, c'est très très important et qu'il faut que ça dure le moins longtemps possible une séance de dialyse, c'est la technique la plus efficace pour pratiquer l'hypnose. Les bénéfices, donc pour la ponction, il y a une douleur qui est ou atténuée ou même carrément inexistante, c'est-à-dire que si les patients n'ont pas mis d'antidouleur, des patchs d'EMLA, on va pouvoir les piquer et ils ne sentiront pas du tout la ponction, ou alors elle sera beaucoup moins douloureuse que s'il n'y avait rien eu. Et même s'il y a un problème survient, c'est-à-dire si on a un problème de ponction, qu'on doit repiquer, qu'on doit chercher la veine, etc., le patient, il restera en hypnose et il n'y aura pas cette angoisse de est-ce qu'on va réussir à le repiquer. Et même pour le soignant, ça va lui permettre d'être beaucoup plus détendu et de prendre le temps de faire les choses et pas d'avoir le stress du patient et des fois les réactions pas toujours agréables. Ça enlève aussi les angoisses, parce que souvent la ponction c'est un moment très angoissant et ça permet au patient d'être au moins détendu pendant ce moment-là et de garder après. Il se sent mieux tout au long de la séance de dialyse. On a les patients qui sont habitués à dormir d'un sommeil plus profond et meilleur. Les tensions artérielles sont meilleures aussi, ou elles sont plus hautes ou elles sont plus basses, suivant ce qu'ils ont comme tension d'habitude. Et on a des bonnes pressions artérielles et veineuses au niveau des aiguilles ou des cathéters. Donc la séance en général se passe quand même beaucoup mieux, parce que le patient est déjà aussi beaucoup moins angoissé et plus apaisé. Donc pour illustrer tout ça, je vais vous donner des exemples de cas concrets de la pratique d'hypnose que j'ai pu faire, avec une première patiente qui était très angoissée pendant la ponction, qui, à chaque fois qu'on faisait donc la ponction, on sentait une crispation de tout son corps, qui avait bien signifié qu'elle était angoissée pour la ponction dans un EPP douleur qui avait été fait avant. Et donc, elle a été volontaire pour faire l'hypnose. Donc, au moment de l'hypnose, ça se passait très bien, les ponctions se passaient bien. Et puis, au bout d'un certain temps, elle n'a plus voulu faire d'hypnose. Donc, je lui ai demandé pourquoi, parce que j'étais un petit peu déçue de ne pas pouvoir continuer. Puis, en fait, en la repiquant, je me suis rendu compte que cette crispation, elle avait disparu, elle n'existait plus. Et que du coup, elle ne ressentait plus le besoin de l'hypnose, vu qu'elle n'avait plus cette angoisse qu'elle avait auparavant. Donc là, l'hypnose a été vraiment très, très positive et elle perdure dans le temps. Une autre patiente qui, elle, était très très angoissée donc, pour les séances, qui était douloureuse à la ponction et qui avait donc, beaucoup de plaintes pendant la séance, qui étaient systématiquement douloureuses. C'était un petit peu l'angoisse d'aller la piquer parce qu'on savait que ça allait être compliqué. Donc elle a bien voulu pour faire de l'hypnose.
Et du coup, pendant la ponction, elle n'était plus du tout douloureuse. Et pendant la séance, les plaintes étaient beaucoup moins importantes. Et pour mes collègues qui ont aussi piqué pendant que je faisais l'hypnose, ça a permis d'être beaucoup plus sereine pour faire la ponction et plus ressentir le stress qu'on ressentait avant à chaque fois qu'on allait s'occuper d'elle. Donc c'était quand même aussi très efficace. On a eu un monsieur qui avait un cathéter et sa fistule donc, était créée. Il avait rendez-vous chez le chirurgien pour qu'on puisse ponctionner cette fistule. Et il a repoussé plusieurs fois ses rendez-vous parce que très angoissé par justement ses premières ponctions. Donc quand il a enfin pu aller à ses rendez-vous et qu'on a enfin pu le ponctionner, on a voulu faire la première ponction sous hypnose. Et du coup, depuis, ça se passe très bien, il est beaucoup moins angoissé. Et il n'utilise même pas de patch d'EMLA ou de produits anesthésiants avant la ponction. Et donc, du coup, on voit que grâce à l'hypnose en première intention de ponction, ça permet de sécuriser le patient après et de ne plus ressentir cette angoisse qu'il avait eue. Alors là, c'est un autre patient qui, lui, était essoufflé et avait beaucoup de tremblements en arrivant en dialyse. Et donc, je lui ai fait de l'hypnose. Et pendant l'hypnose, il n'y avait plus du tout de tremblement. Et ça continuait quand même pendant la séance. Et son essoufflement, c'est pareil. Dès qu'il était parti en état d'hypnose, il disparaissait. Et du coup, ça lui permettait de passer une séance tranquille et paisible. Et il en était même au point qu'il voulait revenir en dialyse, parce que quand il rentrait chez lui, malheureusement, il était essoufflé, bon, pour des raisons autres. Mais du coup, c'était un besoin de venir en dialyse pour faire de l'hypnose. Et pour une fois, il était content de venir. Voilà. Et enfin, monsieur qui, lui, était un angoissé qui évitait aux urgences les jours où il n'était pas en dialyse et qu'il fallait qu'il voie le médecin à chaque fois qu'il était en séance de dialyse, qui a pu bénéficier dans un premier temps du branchement sur cathéter sous hypnose. Et puis après, quand la fistule a été opérationnelle, on a fait un petit film pour vous montrer la ponction sous hypnose. Si ça marche. Vous allez regarder vos mains. Vous allez rendre compte que plus vous regardez vos mains, plus vos mains se rapprochent, comme s'il y avait un ballon entre vos doigts qui se déroule. Vous êtes de plus en plus détendu. Et quand vos mains vont se toucher, que je vous dirai maintenant, vous fermez les yeux si vous êtes dans un état de détente profond. C'est bien longtemps depuis que c'est bon. Vous êtes de plus en plus détendu et vos mains se rapprochent de plus en plus. Vous êtes de mieux en mieux. Maintenant, respirez profondément. Et à l'expiration, la respiration, vous sentez le poisson qui s'élève de plus en plus et de mieux en mieux. Vous allez pouvoir vous détendre. Cela vous allez détendre votre tête,
allez sentir une fraîcheur sur cette fistule sombrale. Cette fraîcheur est agréable. Et en même temps que vous sentez la fraîcheur sur le sombrale, cette fistule, vous sentez l'impact sur l'anesthésie qui va devenir complètement sombrale cette fistule. Voilà. Puis doucement, une détente et de relaxation, vous sentez que vous êtes détendu. Complètement détendu. En relaxant. De mieux en mieux. Alors, vous avez senti quelque chose? Un picotement, mais j'ai pas de patch du tout. Putain, d'habitude ça me fait trop mal. Donc là, pas de patch. Pas de patch et l'hypnose. Juste la douce voix de Natacha. Impeccable. Bon bah ça s'est bien passé. Ouais, Un petit mot pour la caméra. Il faut encourager tous les patients à faire cette expérience. Avec Natacha surtout. Et voilà quoi. Merci beaucoup. De rien. Bonjour. Aujourd'hui, nous venons partager avec vous notre expérience de l'utilisation de la cryoantalgie sur l'abord vasculaire des patients dialysés dans les unités d'autodialyse et d'UDM des Santélis Hauts-de-France. Je vais me présenter puisqu'on ne se connaît pas tous. Enfin, pour certains, on a eu un échange récent
avec les membres du CODAS, mais je pense qu'il n'y avait pas tout le monde. Donc je suis Aurélie Dubuisson et je suis directrice paramédicale donc pour le pôle unité de dialyse dans les Hauts-de-France. Et vous voyez bien que je ne suis pas accompagnée de Monsieur Fin, qui est infirmier dans nos unités, mais qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. Et donc, je te laisse te présenter. Donc, je suis Anne Rubenström, je suis chef de projet recherche chez Santellis et j'accompagne les équipes dans l'évaluation de leurs pratiques et dans les études de recherche. Donc, je vais accompagner Aurélie pour la présentation. Donc, je vais d'abord vous expliquer comment on en est venu à utiliser, à se dire qu'on pouvait utiliser la cryoantalgie chez nos patients, et puis quelle méthode on a appliquée auprès d'eux. Donc les constats, sont qu'en hémodialyse, il y a des ponctions répétitives des fistules avec des aiguilles qui sont quand même de gros calibre, donc ce sont des actes qui sont agressifs et qui sont ressentis douloureusement très fréquemment par les patients. Pour prévenir cette douleur, il n'y a pas 36 méthodes, il y a des méthodes pharmaceutiques qui sont les patchs ou les crèmes anesthésiques locales. Et les méthodes non pharmaceutiques sont moins développées. Il peut s'agir d'hypnose, comme ça vient de nous être présenté, de massage, et peut-être ce qui est utilisé le plus fréquemment par les infirmiers, ça doit être la diversion, je pense, au moment de la ponction. Donc la douleur est persistante parfois pour certains patients malgré l'application de patchs d'anesthésique locale. Il y a quand même une douleur qui reste résiduelle et une crispation du patient au moment de la ponction. Et on peut constater aussi assez fréquemment des lésions secondaires liées à la colle des patchs qui sont utilisés quand il s'agit de patchs d'AMLA par exemple. D'autre part, concernant l'utilisation du froid, on sait que c'est une méthode antalgique non pharmaceutique qui est efficace en rhumatologie, cancérologie ou médecine du sport. Je ne vais pas reprendre les détails des mécanismes physiologiques, mais le froid a un effet antalgique connu, un effet anti-inflammatoire également. Et autre bénéfice, on le verra plus tard, il permet de contracter les cellules de l'endothélium. Et les effets secondaires possibles identifiés sont l'urticaire au froid, un inconfort lié au froid ou encore des réactions de type de brûlure si le froid est posé de manière durable. Donc à l'origine du projet, l'origine du projet, c'est Laurent Fin, qui est absent aujourd'hui. C'est un infirmier qui travaille en unité de dialyse, intimement convaincu de pouvoir utiliser le froid pour soulager ses patients. Et c'est sa ténacité nous a poussé à nous dire d'accord, on va creuser le sujet, on va voir ce qu'on peut faire. Ceci étant, il n'y avait pas de littérature existante sur l'utilisation du froid sur les abords vasculaires. Donc on a voulu faire ça bien et pouvoir affirmer ou infirmer notre hypothèse d'effet antalgique du froid au moment de la ponction. Donc on s'est réunis au sein du groupe douleur de Santellis, on en a discuté, on a sollicité la cellule recherche pour pouvoir accompagner notre travail. On a bien sûr recueilli l'accord des néphrologues et des chirurgiens vasculaires avec lesquels on travaille dans les unités. Et ensuite, un protocole d'utilisation et d'impact a été élaboré. Et puis, on a réfléchi aussi à l'impact qu'il allait avoir sur la gestuelle du soin, puisque vous le verrez, il faut pouvoir repenser le soin de la ponction. Et puis ensuite, au niveau matériel, on a réfléchi à la livraison de petits congélateurs et de quel type de dispositif on allait utiliser pour appliquer ce froid sur les fistules des patients. Et après avoir essayé les pains de glace de glacière, on en est arrivé aux coussins thermiques qu'on peut trouver dans le commerce et qui peuvent être ou chauffés ou congelés pour soulager les douleurs. Et donc ensuite, il s'agit de pouvoir accompagner les équipes infirmières et nos patients.
Donc, le protocole, donc l'application du coussin thermique, il y a une photo, on n'a pas encore réalisé de vidéo, mais on va le faire. Donc, il s'agit de pouvoir réaliser tout d'abord l'antisepsie de l'abord vasculaire et, après respect du temps de contact, de poser un champ stérile et ensuite mettre le coussin thermique congelé dessus et le laisser pendant 3 à 5 minutes. Le patient peut bien sûr participer au maintien du dispositif. Il est important que s'il y participe, la main qui maintient le dispositif soit isolée par un épais état de compresse pour ne pas brouiller en fait le message antalgique qui est envoyé au cerveau. Il faut que le cerveau puisse identifier que le froid soulage bien du côté de la fistule afin que qu'il puisse reproduire ce message antalgique par la suite. Donc dès qu'on retire le pack, et ça c'est important, il faut pouvoir tout de suite ponctionner juste après le retrait du dispositif pour ne pas que la peau se réchauffe puisqu'on perdrait de l'effet antalgique. Donc il y a effectivement 3 notions importantes, celle de choc thermique, d'abaisser la température cutanée en un minimum de temps, la température cutanée qui doit être suffisamment basse pour être antalgique sans brûler la peau, et ensuite la notion de temps de contact. Donc vous avez les références du coussin thermique pour vous y mettre dès que vous en aurez envie. Et puis on utilise un coussin par patient, on le désinfecte et puis on le réutilise pour les patients suivants. Donc je laisse la parole à Anne pour tout le côté étude. Donc ce projet a fait l'objet d'une étude de manière à évaluer en fait l'efficacité de la démarche sur le vécu et surtout sur le ressenti douloureux par les patients. Donc c'est une étude prospective multicentrique. Il y a 3 équipes médicales et paramédicales qui ont participé, observationnelles et qualitatives. Donc les objectifs qui ont été définis par le groupe douleur, l'objectif principal c'était d'évaluer l'efficacité du dispositif de cryothérapie sur la douleur ressentie. Évidemment, c'est l'effet premier recherché lors de la ponction de l'abord vasculaire, et les effets secondaires qu'on a essayé d'évaluer, c'est l'impact de ce dispositif sur le vécu du patient pendant la séance de dialyse. Donc 3 grandes phases d'études. Une phase pré-cryothérapie, cryo-antalgie, c'est-à-dire qu'on a évalué la douleur avant de mettre en place ce dispositif. Une phase de cryo-antalgie, donc qui est constituée d'un début d'étude, mi-étude et fin d'étude. C'est 3 temps durant lesquels il y a eu des évaluations, entre autres par les patients auxquels on a administré des questionnaires, et une phase post-étude ou de clôture d'étude où on a évalué le ressenti ou l'avis, la satisfaction des patients après cette phase théorique d'étude pour voir s'ils l'utilisaient toujours alors qu'on n'était plus dans ce cadre d'étude. 2 outils d'évaluation. Tout d'abord, un relevé infirmier qui a été utilisé tout au long de l'étude, à chaque séance de dialyse, pour évaluer la douleur du patient et pour éventuellement faire remonter des incidents. Et 3 temps, donc en début d'étude, à mi-étude, donc après 1 mois d'utilisation de ce dispositif, et en fin d'étude, après 2 mois d'utilisation de ce dispositif, et en phase post-étude, on a administré des questionnaires aux patients pour évaluer l'effet sur le score ressenti de la douleur, et puis pour évaluer leur satisfaction et l'impact sur le vécu des séances de dialyse. Et évidemment, les patients étaient libres d'arrêter, de sortir de l'étude quand ils le souhaitaient. Donc, tous les patients volontaires pouvaient participer à l'étude. Et évidemment, après une information par l'équipe médicale, ils ont eu une lettre d'information, ils ont signé un consentement. 51 patients ont participé à l'étude, 51 patients issus de 3 unités de dialyse. La répartition hommes-femmes, donc 65% d'hommes, 35% de femmes, une moyenne d'âge de 67 ans.
avec un patient qui avait jusqu'à 87 ans et le plus jeune 24 ans, des patients avec ou sans patch anesthésiant, c'est-à-dire que c'était vraiment tous les patients volontaires. 62% des patients étaient non porteurs de patch 100% du temps. Il y a 38% des patients ayant participé à l'étude étaient porteurs de patch au moins une fois durant l'étude. 9% moins de 50% du temps et 29% plus de 50% du temps de l'étude. Il y a eu 14 arrêts prématurés, on en rediscutera en fin de diaporama, et au total ont été évaluées plus de 1000 séances de dialyse avec ce dispositif. Donc sur cette diapositive-là, vous avez les résultats d'évaluation de la douleur, à gauche par les infirmiers. Donc on voit qu'en phase pré-cryo-antalgie, la moyenne, le score moyen de douleur était 3,4 et pendant la phase de cryo, il est passé à 1,2, le score moyen. Et à côté de ça, je vous ai donc précisé que des questionnaires avaient été administrés aux patients juste avant la mise en place de ce dispositif de cryo-antalgie et le score moyen de douleur ressenti par les patients est de 4 et il passe à mi-étude à 1,4 et à 1,7 en fin d'étude. Donc les deux résultats, les deux modes d'évaluation concordent. Ensuite, il y avait des questions plus qualitatives dans les questionnaires administrés aux patients. Donc cette méthode vous a-t-elle plu ? Que ce soit à mi-étude ou en fin d'étude, une majorité des patients répondent que cette méthode leur a plu. Et lorsqu'on leur demande pourquoi, c'est tout d'abord pour son efficacité, ensuite parce que c'est une méthode naturelle. Le froid est agréable pour certains patients, pour à peu près un quart d'entre eux. Et puis, pour à peu près 15% des patients, ça permet d'avoir un petit peu plus de temps avec l'infirmière. Une évaluation comparative, donc c'était en fait quelle technique trouvez-vous la plus efficace ? Alors là, ce sont bien les patients qui ont bénéficié du dispositif de cryo-antalgie qui répondent. Donc lorsque l'on leur pose la question, plus de 50% des patients répondent que le dispositif de cryo-antalgie est plus efficace que le patch EMLA. La plus pratique, c'est à nouveau la cryo-antalgie, et la plus appréciée, c'est la cryo-antalgie une fois encore. Alors, les questionnaires de fin d'études, je vous ai dit qu'il y avait eu quand même 14 sorties prématurées. Ce sont en général des patients qui finalement étaient non algiques à l'inclusion. C'est-à-dire qu'ils avaient des scores de douleur qui étaient finalement assez bas et ils ont décidé de quitter l'étude parce qu'elle était inefficace, mais vu qu'ils ne ressentaient pas de douleur, il n'y avait pas besoin de ce dispositif. Elle fait perdre du temps. Et puis, le froid est désagréable pour 17% de ces 14 personnes. Et lorsqu'on a administré le questionnaire que l'on a appelé post-étude, un mois après l'arrêt de l'étude, on a eu 25 retours. Et sur ces 25, il y a 84% des patients qui utilisaient toujours la cryo un mois après la fin d'étude. On sait aujourd'hui qu'il y a des patients ça fait maintenant 2 ans, qui utilisent la cryo-antalgie quasiment à chaque séance et qui la demandent. Il y a un faible sentiment de lassitude et l'efficacité est toujours ressentie pour 90% des patients. Donc sur cette diapo, vous avez quelques témoignages de patients qui se sont bien habitués à l'utilisation de ce dispositif. Là, une patiente de l'unité de Senlis, particulièrement fervente utilisatrice. Et donc, en conclusion, on peut dire que la cryo-antalgie est une méthode naturelle. C'est une méthode qui n'est pas soumise à prescription médicale, mais l'information du néphrologue est bien sûr nécessaire. Elle est peu coûteuse et non invasive. Elle présente peu d'effets secondaires. J'ajouterai pour les infirmiers de la salle que la prise en charge de la douleur ça fait partie du rôle propre infirmier et qu'on doit s'en occuper et la prendre en charge. Donc à ce titre, les méthodes non médicamenteuses sont tout à fait indiquées pour notre profession. Les bénéfices de la cryo-antalgie sont l'effet antalgique pérenne par mémorisation du message antalgique par le cerveau.
la parfaite tolérance du froid, le vécu positif des patients. On l'a évoqué au départ, le fait que l'épithélium soit plus ferme représente une facilité au moment de la ponction. En fait, ça n'a pas été évalué, mais constaté. Ça n'a pas été évalué, mais ça a été constaté par les infirmiers, oui. La ponction est facilitée puisque la fistule roule moins, les tissus sont moins mous. Et il y a une diminution des saignements péri-aiguilles durant les séances de dialyse. Donc les limites sont bien sûr les fistules qui posent problème au moment de la ponction et qui vont nécessiter du temps ou un échec de ponction et de devoir reponctionner derrière. Là forcément on perd le bénéfice de l'effet antalgique quand la peau se réchauffe. L'investissement des infirmières qui prennent en charge les patients est indispensable. C'est vrai que l'équipe doit être motivée pour utiliser ce dispositif. Comme on l'a évoqué, il faut pouvoir repenser le soin, il faut que tout le monde accepte de jouer le jeu pour pouvoir proposer cette méthode à chaque séance de dialyse aux patients. Ceci étant, ça ne représente pas une perte de temps considérable, comme c'est un facteur qui importe souvent dans les unités. Il est important de le mentionner. Quand on s'organise bien, on ne finit pas les séances de dialyse une demi-heure plus tard. Voilà. Et par contre, j'insiste, il est bien nécessaire d'isoler la main du patient qui maintient le dispositif. Donc là, on n'est plus en phase d'étude dans les Hauts-de-France. La cryo-antalgie est maintenant proposée à nos patients dans les unités de dialyse, bien sûr lorsque les équipes médicales sont d'accord pour pouvoir l'utiliser. Voilà. Merci.